Elena Rheström est une chercheure et une professeure en sciences politiques, bien que le fait de parler de sa discipline n'a pas trop d'importance pour elle, puisqu'elle était pour un mélange des méthodes et des approches, à l'université d'Indiana dans un premier temps, où elle a monté un workshop en analyse des théories et des politiques de gestion des ressources. Et ensuite, eh bien, elle a créé un réseau et un workshop où beaucoup de chercheurs sont venus discuter de ces avancées théoriques et des cas empiriques qu'elle a aidé à développer sur cette question. Et son idée était de chercher des régularités dans les cas de gestion réussie de ressources communes, on arrive au cas de commun, alors que toutes les théories et toutes les approches conventionnelles disaient que que ça allait à l'échec. Elena Rheström étant vraiment une figure des recherches sur la gestion des ressources, sur laquelle nous travaillions avec Martine, donc on a toujours été un petit peu en contact, et lorsqu'elle a eu le prix Nobel par des réseaux et des collègues, nous avons voulu lui rendre hommage, et donc avec plusieurs autres personnes, donc Myriam Bouamran de l'UNESCO, Roland Parès de l'Université à Montpellier ici et quelques autres, nous avons voulu organiser un voyage pour faire connaître ses travaux et lui rendre hommage. Voilà, donc elle est venue pendant une semaine complète où elle a alterné des conférences, des ateliers avec des chercheurs, des conférences grand public, des conférences à l'OCDE, à l'UNESCO. Voilà, donc c'était une semaine d'hommage à son travail que nous avons organisé. Et puis il faut dire qu'à l'époque où elle a eu le prix Nobel, elle était assez peu connue en France, puisqu'elle a eu le prix Nobel en même temps qu'un autre chercheur, qui lui était beaucoup plus connu pour ses travaux sur les entreprises, les firmes et des formes d'organisation spécifiques des sociétés, alors que ses travaux à elle, qui portaient aussi sur des formes d'organisation spécifiques des sociétés, n'étaient pas connus. C'est vrai que dans les théories un peu conventionnelles de comment se gèrent les affaires de la société, eh ben, pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait soit une gestion publique des affaires de la société, soit une gestion privée, par des institutions privées, des firmes, des organismes, voilà. Et que l'approche d'Elena Rheström, eh bien, elle a amené à discuter cette dichotomie, à dire qu'il y avait aussi des formes d'organisation qui n'étaient ni le public en sens de l'État et des organisations autour, ni le privé complètement, mais qui étaient des formes d'organisation collective de la société, ou même des emboîtements d'organisations privées, publiques, collectives, qui étaient aussi des vecteurs de gestion de ces affaires de la société. Et qu'on les ignorait, on était toujours dans cette dichotomie, c'est soit le public qui fait, soit le privé. Et elle a amené à rediscuter un peu ça, à montrer qu'il y avait des formes hybrides, qu'il y avait des formes autres. Théorique, donc ce que dit Martine au plan théorique, c'est aussi des recherches qui, tantôt d'un côté, s'intéressaient au processus de décision rationnel, optimisateur d'un individu, comme tel un consommateur, tantôt s'intéresser à des modèles de gouvernance collective, mais c'était deux mondes qui ne communiquaient pas, et qui étaient deux domaines différents de l'économie et des sciences politiques. Elle a commencé par sa thèse, elle était sur les nappes d'eau phréatiques en Californie, et ça a été son premier travail qui lui a montré, donc c'était dans les années 60, que la théorie qui disait que des biens communs, comme ces nappes phréatiques où tout le monde peut puiser, et que si vous puisez de l'eau, eh bien la personne qui est à côté de vous aura moins d'eau. Donc ce genre de biens, il était prédit que ça ne pouvait être régulé que par le marché ou l'État. Et elle avait montré qu'il y avait tout un tas d'arrangements, en fait, même aux États-Unis, en Californie, il y avait tout un tas d'arrangements entre les usagers pour à la fois prévenir de cette surexploitation
et pour des partages de cette ressource. Donc après, elle a fait des travaux sur tout un tas de ressources, mais elle a organisé son travail souvent en faisant des grandes enquêtes, des grandes bases de données sur des systèmes, donc les systèmes d'irrigation, en particulier dans l'Himalaya, ont constitué une grosse base de données sur laquelle elle a avancé. Ensuite, il y a eu les forêts. La gestion des forêts, oui. C'est vraiment l'intérêt de ces recherches, c'est que au lieu de bâtir une théorie, puis après d'aller sur le terrain chercher des faits qui confirment ou infirment la théorie, elle est vraiment partie d'un ensemble de cas en se posant la question de qu'est-ce qui fait le lien commun entre tous ces cas de collectifs qui arrivent à s'occuper, à maintenir et à leurs ressources et la base de leur vie. Et à partir de ça, elle a constitué sa théorie. Donc c'est vraiment partir d'un ensemble de cas et remonter ça pour arriver à tirer des facteurs explicatifs et de monter en généricité. Ce qu'elle a montré, c'est qu'il y avait toute une gradation dans ces facteurs et que ce n'était pas lié à la nature du bien, mais à ces différents, à cette gradation de facteurs qui faisait que qu'on pouvait ou pas les gérer. Par exemple, personne n'avait parlé avant que finalement on gérait mieux une ressource quand les gens communiquent entre eux. C'est ça que ça veut dire facteurs sociaux. Et pas selon un critère qu'on peut le consommer ou l'un ou l'autre, ou qu'on peut exclure les uns ou les autres de l'utilisation. Elle a mis d'autres facteurs qui étaient des facteurs sociaux dans ses explications. Tout ce débat était autour de s'il est impossible de gérer certains biens, ce que disait la théorie conventionnelle, par nature. La solution qui était proposée, c'est d'en rendre certains responsables, de leur donner des droits dessus, de façon à ce qu'ils puissent s'en occuper de façon, qu'ils puissent s'en occuper et en avoir la responsabilité, et donc, sous-entendu, bien les gérer. Ce qu'a montré Neil Ostrom et cette liste dont vous parlez a été établie au début, dans les années 90, avec une autre chercheuse qui s'appelle Edela Schlager. C'était de montrer là aussi qu'il y avait une diversité de choses entre la propriété et l'accès qu'ont des gens à certaines ressources. Et qu'on pouvait s'en occuper bien de cette ressource, même si on n'avait que l'accès, ou si on n'avait qu'une partie de l'usage, vous voyez, alors que l'accès, c'était avoir l'ensemble, la propriété était d'avoir l'ensemble des droits. Elle a en fait montré la diversité des devoirs que les sociétés donnaient par rapport aux ressources, et pas simplement les droits, voilà. Vous voyez, alors qu'avant on était dans une question binaire, on est propriétaire, on gère, on n'est pas propriétaire, et bien on ne gère pas. La réponse est non, et ça a été une des difficultés d'ailleurs de son travail, sur laquelle elle est revenue et dont on parle dans le livre, c'est que Elinor Ostrom, c'est une personne qui analyse. Donc elle a pris, comme on disait tout à l'heure, de très nombreux cas de gestion des ressources, de gestion de l'environnement, et elle a essayé d'analyser qu'est-ce qui faisait qu'un système de gestion des ressources était durable ou pas durable, c'est-à-dire s'il avait survécu ou pas. Et bon, ça, de façon statistique, elle a observé que tel et tel facteur était important pour savoir si c'était durable ou pas durable. Et elle a appelé ça en anglais des design principles. En français, on a traduit ça par principes directeurs, mais qui sont des principes statistiques, pour savoir si un système va être durable ou pas. Et il y a eu un petit peu confusion parce qu'avec ce terme de principe, les gens ont pris ça comme quelque chose prescriptive, c'est-à-dire si vous voulez que votre système soit durable, vous devez faire ça, 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 ça et ça. Et ce qui n'était pas le cas de ce qu'elle disait. Elle disait, voilà les régularités, voilà ce qu'on observe dans ce qui marche. Maintenant, si vous voulez que les choses marchent, eh bien, comme l'a dit Martine, il y a une immense diversité de choses à faire, de règles à établir, de relations à établir entre les gens, avec leurs ressources, etc. Donc, ce ne sont pas des recettes pour la durabilité.
Voilà, ce qu'elle s'est montré, c'est que pour prendre en charge ce type de ressources que l'humanité partage, eh bien, on est dans des relations qui sont très, très entremêlées, très proches entre des groupes humains et puis des choses, des ressources, des espaces qui supportent ces ressources. Et que c'est ça, et c'est ces relations qu'il faut saisir. Et c'est là-dessus qu'elle a mis des principes directeurs sur ce type de relations. Mais c'est très entremêlé. On ne peut pas séparer ceux qui gèrent de l'objet ressource espace dont ils s'occupent. Vous voyez, c'est ce lien très fort qu'elle a mis en évidence. Il y a eu un grand débat au début parce qu'il y a eu sur la taille et l'homogénéité en fait des groupes humains, voilà, du groupe humain qui prend en charge le commun. Et au début, dans toutes les études, ce qui était montré, c'est que c'est vrai que plus le groupe est petit et plus il est homogène et plus il a des possibilités de mieux s'occuper, enfin de mettre en place les règles, de mieux les contrôler, de mieux les suivre, de mieux les réviser, voilà, qui font fonctionner cette gestion du commun. Mais peu à peu, avec l'évolution des recherches, elle a montré qu'en fait, bien sûr que plusieurs petits groupes mélangés dans ce qu'elle a, plusieurs petits groupes articulés, etc., pouvaient faire aussi bien qu'un grand groupe. Et à la fin, elle écrivait des articles sur le climat en expliquant que si à un niveau des groupes plus réduits, à des échelles différentes, prenaient en charge des parties, des stratégies, ou mettaient en place des règles par rapport à réduire des impacts sur le climat, eh bien l'important c'est qu'ils soient au courant de ce que faisaient les autres et en relation avec ce que faisaient les autres. Et que du coup on répondait à cette question de on n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour faire quelque chose sur le climat. Cette articulation des groupes, ça pourrait être une réponse. C'était une proposition qu'elle faisait. Juste pour compléter, le concept que Martine vient de développer, ça s'appelle le concept de polycentricité, c'est-à-dire que de nombreux centres peuvent s'articuler, communiquer pour gérer une ressource. Et du coup, la taille, est-ce qu'on travaille à l'échelle de quelques kilomètres carrés ou à l'échelle d'un continent, il n'y avait pas spécialement d'adéquation entre ces études et la taille. Ça peut s'appliquer à des choses de petite taille comme de grande taille. Voilà. Et puis après, elle a quand même été, quelquefois un peu remise en cause aussi par rapport à la notion de communauté qui prend en charge le commun, mais ça aussi, elle l'a fait évoluer parce que c'est une recherche quand même qui a évolué en permanence, qui s'est enrichie, complétée, voilà. À chaque fois, c'est vraiment... Il y a toujours la base de l'analyse, mais c'est une recherche qui s'est vraiment développée dans pas mal de directions. Et même ça, le travail, un petit peu l'assimilation de la ressource et de la communauté qui était un peu au début de ses travaux, a été un peu affinée par la suite. Parce que c'est là-dessus qu'elle a été pas mal attachée. On lui disait, attendez, les communautés, ça risque de poser un problème... ça fonctionne bien à l'intérieur, etc., mais que ça exclut des gens à l'extérieur. Voilà. Donc il y a eu toute une précision sur ce qui était entendu par groupe humain qui prend en charge les ressources. Oui, je bonde dans le sens de Martine. Ce qui est intéressant, on essaie de tracer dans le livre en introduction et dans ce genre de travail, c'est effectivement la trajectoire d'un chercheur ou d'une chercheuse. C'est quelqu'un qui est remarquable chez Lina Ostrom, c'est qu'il va tracer un sillon, qui va avoir des idées, qui, à partir d'observations sur le terrain et de liens entre les observations et la théorie, elle va en permanence se poser des questions et faire avancer ses idées en répondant à chaque pas à des nouvelles questions qui se posent et en avançant. C'est aussi intéressant par rapport au monde de la recherche, ça rompt avec l'idée d'un chercheur qui a une idée géniale ou qui découvre
toujours quelque chose comme ça instantanément. Il y a un fil conducteur, et il y a une recherche qui avance, et évidemment pas de façon isolée, mais avec des groupes de recherche qu'elle rencontre et des gens qui lui posent des questions, et du coup ça l'amène à avancer avec d'autres. La question des limites faisait partie des fameux principes directeurs. Les limites sont connues, hein, on connaît les limites de la ressource. Donc ça, c'était ce que François vous a expliqué, c'est les fameuses régularités qu'elle observait dans la réussite de la gestion. Mais après, il y avait qu'est-ce qui motive les gens à agir pour gérer la ressource ensemble, quoi, et pour partager. Parce que gérer une ressource commune, c'est d'abord la partager, puisque comme vous a dit François, ce que l'un va utiliser, l'autre ne va pas pouvoir l'utiliser, c'est l'eau que je bois que vous ne boirez pas, hein, c'est le pâturage que mes bêtes utilisent et que les vôtres n'utiliseront pas, donc il faut mettre en place des règles pour les partager, mais ces règles pour partager cette ressource, il faut mettre en place des règles pour les partager, savoir selon comment, et pour que ces règles fonctionnent, il faut pouvoir les contrôler, les sanctionner. Donc ça, c'était cette partie-là, c'est qu'est-ce qui motive les gens à faire ça. Et le fameux contrôle dont vous parlez, ben c'est une motivation, ça joue comme facteur qui permet aux gens d'agir. Mais ce qu'elle a montré, elle, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas besoin d'un agent de l'État pour contrôler les gens, que peut-être le contrôle social, le contrôle par les acteurs eux-mêmes pouvait jouer ce rôle. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ça en externe. Et donc ça, c'est ce qu'elle présentait toujours dans ses conférences. Si vous lisez sa conférence, elle dit ça, voilà, moi, on a amené quelque chose de nouveau, c'est que on l'a montré par nos analyses statistiques, ben, que quand les acteurs contrôlaient eux-mêmes, eh ben, il y avait une probabilité pour que les règles fonctionnent, et puis la ressource allait mieux aussi. Et ça, c'était contraire à tout ce qu'on pensait. On disait, si vous laissez la responsabilité aux acteurs dans les forêts de prendre ce qu'ils veulent, et même de mettre en place des règles de partage, ils vont tout bouffer, ils vont tout utiliser. Et elle montrait, elle disait, non, vous voyez, il y a des cas, il y a des situations où eh ben, le contrôle par les usagers, eh ben, ça peut marcher. Voilà, c'est ça, c'est replacer ce genre de facteurs qui expliquent des comportements, de les replacer dans un contexte qu'elle définit, qu'elle délimite, en disant il y a des cas où eh ben, les principes directeurs, c'est les conditions dans lesquelles ça peut fonctionner. Vous voyez ? Pour prolonger, donc effectivement, sanctions, communication, donc ça c'est des facteurs qu'elle observait, qu'elle voulait prendre en compte, soit en regardant sur ces données de terrain, soit en faisant des expériences en laboratoire. Si on autorise la communication, est-ce qu'on a des meilleurs résultats dans des espèces de petits feux de rôle qu'on appelle économie expérimentale? Si on met des sanctions, qu'est-ce que ça donne? Si on laisse les gens communiquer, qu'est-ce que ça donne par rapport au fait qu'on les laisse pas communiquer ou qu'on ne met pas de sanctions? C'est des choses comme ça. Mais de certaine façon, au niveau général, il faut dépasser un peu ce qui sont des facteurs précis, et pour aborder un thème qui couvre un petit peu tout ça, qui est la confiance, qui est de dire, ben, si on se met d'accord pour gérer ensemble des ressources, pour utiliser ensemble des ressources, un environnement, et qu'on a un certain nombre de règles qui peuvent être dynamiques, c'est quel est le degré de confiance que je peux avoir que les autres vont respecter ces règles, que les autres vont jouer le jeu et que nous allons avancer ensemble. Voilà, donc la confiance est une idée qui est un peu plus large, qui couvre communication, sanctions, etc. C'est comment établir le fait que pour partager, le partage repose aussi à long terme sur la pérennité du partage repose à long terme sur la confiance. Elle a formé beaucoup de gens. En fait, moi, si je devrais dire quel est son parcours, c'est que elle a accueilli beaucoup de gens. Elle a travaillé avec des gens du Nord comme des gens du Sud. Son workshop a été un lieu d'échange intellectuel très, très intense. Elle a organisé les conférences d'une association internationale de l'étude des ressources en propriété commune qui s'appelait l'ISCP. Et ensuite, elle s'est mise en relation, comme François le disait, avec d'autres groupes de recherche
qui abordait la gestion des ressources sous d'autres angles. Et elle a tenté de faire des ponts. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois, et avec les gens qu'elle a formés et qui reprennent le flambeau, maintenant, ça ne s'arrête pas avec sa disparition, sous des formes aussi évolutives. Ça continue d'avancer, cette pensée. Elle a irrigué beaucoup, enfin moi je pense qu'elle a irrigué beaucoup de domaines. Voilà. Après, elle est utilisée, après on en reviendra, je vais laisser François parler, mais elle est quand même, maintenant il faut aussi se méfier de l'utilisation de la pensée des communs un peu n'importe comment. On en est un peu à ce stade-là maintenant. Malheureusement, elle n'a pas vécu très longtemps puisqu'elle est tombée malade, mais c'était quelqu'un de très très actif qui a près de 80 ans travaillé toute la journée. Et donc, et voilà, elle a beaucoup formé, il y a maintenant des laboratoires, ses successeurs dans différents endroits, ont créé des groupes, des réseaux, un journal en ligne, etc., etc. Et ces idées sont reprises maintenant. Ce qui est intéressant, c'est, Martine disait, il faut faire attention à comment sont utilisées, mais ces idées sur, en gros, les communs, le partage, les interactions, sont reprises par plein de domaines qui émergent, comme les domaines de la communication, les domaines de la santé. Donc voilà, les gens vont puiser, tous les gens qui pensent une alternative à un modèle de propriété privée ou bien alors de régulation par l'État, tous les gens qui cherchent des alternatives à ça se tournent à un moment donné vers les communs pour des domaines très très divers.